Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci de nous retrouver dans le salon de la femme pour parler de la femme ce soir. Les femmes luttent depuis des décennies pour leurs droits, simplement le droit de vivre dignement comme un humain sur terre. Au Togo, cette quête d'épanouissement et de bien-être de la femme, de mieux-être de la femme, a connu il y a quelques semaines des avancées que l'on peut qualifier de spectaculaires, mais sinon pour le moins de signifiants. De la jeune fille à la femme, de l'apprenante à la travailleuse, de la femme âgée à la femme handicapée, en passant par la veuve, la divorcée, la séparée. La femme a gagné au Togo une certaine protection donc, qui se trouve aujourd'hui renforcée. Et ce sont des choses qu'il faut savoir pour pouvoir en jouir quand ce sera effectivement effectif. Excusez la tautologie. Alors, nous avons choisi ce soir d'éplucher ces belles innovations dans le corpus juridique togolais en faveur de la femme. Et nous avons choisi pour faire cet exercice des hommes dont la sensibilité pour la cause féminine n'est plus à démontrer. Je vous les présente dans un petit moment. Mais avant de vous présenter donc nos invités, nous allons tester ensemble nos connaissances sur un aspect précis, un aspect banal de la cause de la femme, de la condition féminine. Connaissez-vous la dénomination exacte du ministère qui a en charge les questions de femmes au Togo? Connaissez-vous le nom de la titulaire, voilà, du titulaire de ce portefeuille dans le gouvernement togolais? Nous avons posé la question dans la rue. Je vous propose de regarder nos réponses. Tout juste derrière, je vous présente les invités. Je veux qu'il facilite le travail pour les femmes. Les femmes souffrent dans les marchés. Bien, ma mère aussi souffre. Ça a duré maintenant, je ne suis plus à l'écoute des informations. Donc je ne connais pas le ministère qui s'occupe des droits de la femme. Au 8 mars, Minyabe Azalina au droit 8 mars, pépé voir. Tu donnes un peu que Pona et Nyawagua, Nemi Jessichon. Et Minya Chambena, Ndele Chaye au Pona Mintibono do Azaneno. De mon côté, je ne connais pas vraiment ce ministère. On n'a jamais constaté une action de leur part, je pourrais dire ça comme ça. Mais bon, je pense que ça existe, c'est bien quand même. Mais jusque leur action n'est pas si visible. Tu donnes un peu que Pona Nyono Benya Dena Benyagua, Mimu Jessio, Mimu Kwepo, Minya Chambena Ona, Okpena Nyono, Dafile, Wabonayo, Nazonlo. C'est le ministère de l'Action sociale. Je crois bien que c'est Madame Adjovi, Anna comme Apedo. Il y en a une quand même pour sauver toute la bande. Madame la ministre Apedo Anakoma Lolognon, qui est donc la titulaire de ce portefeuille, qui existe au Togo depuis 1977. Un ministère en charge des questions de femmes existe donc au Togo depuis 1977 et ce premier département était à la charge de Madame Takuda Ningaba Justine. Nos hommages ce soir à cette grande dame et à toutes les femmes qui travaillent pour la femme au Togo. Et aussi nos hommages aux hommes qui se battent pour le genre parce que le développement c'est la femme et l'homme ensemble et donc le genre. Et ce soir, ce sont avec des hommes rompus à la tâche, des hommes sensibles à la question de la femme, que nous allons éplucher ces avancées dans les textes au Togo, on va avancer en faveur de la femme. Nous vous présentons d'abord M. Tchaniao Raouf, un militant de première heure des droits de la femme. Vous avez pris fonction à la Direction générale de la condition féminine en 1992. Vous nous disiez le 13 novembre précisément. Vous êtes juriste des droits humains fondamentaux et administrateur civil de classe exceptionnelle aujourd'hui à la retraite depuis quelques semaines seulement. Quelques jours, je dirais. Bon, quelques semaines seulement. Hein. Vous êtes à la retraite depuis 2023, mais votre engagement ne prendra jamais retraite en vous, c'est sûr. Vous avez été directeur du statut juridique de la femme. Vous avez été de cette équipe qui a préparé la participation du Togo à la conférence de Beijing sur les femmes. Oui. Vous étiez rapporteur du Togo à cette époque. Donc, vous savez de quoi on parle, vous savez d'où on part et où on est aujourd'hui, vous saurez nous dire. Et vous avez été tout dernièrement ministre conseiller
à la mission permanente du Togo aux Nations Unies, chargée des questions thématiques femmes, paix et sécurité, entre autres. Merci d'accepter ce soir de venir partager l'histoire de la femme avec nous, de partager vos connaissances avec nous. Merci beaucoup. À vos côtés, pour parler ce soir de ce sujet, un acteur de la société civile, M. Athiou Eklou, vous êtes spécialiste genre, également de nombreuses années, mais bien sûr c'est l'élève du maître, c'est vrai. C'est l'élève du maître, mais c'est le regard de la société civile que je voudrais que vous portiez aujourd'hui sur toutes ces avancées que l'on a enregistrées en faveur de la femme au Togo. Merci d'être sur ce plateau également. Merci à toi aussi. Voilà. Alors, Monsieur Tchenyao Raouf, Monsieur Eklou Athiou, l'Assemblée nationale togolaise a donc voté 4 nouvelles lois en novembre dernier, le 10 novembre, modifiant donc 4 textes. Le code des personnes et de la famille a été modifié en faveur de la femme. Le code pénal a été modifié en faveur de la femme. Le code du travail a été modifié en faveur de la femme. Le code de sécurité sociale également a été modifié en faveur de la femme. Est-ce que globalement, M. Raouf, vous pensez que de grandes préoccupations ont été prises en compte avec ces modifications? Est-ce que vous vous réjouissez, vous qui connaissez d'où on est parti? Vous allez nous dire tout de suite d'où on est parti et tout ce que vous avez subi sur ce cheminement. Quelle était votre réaction en novembre dernier quand tous ces textes ont été modifiés, de nouvelles versions donc ont été adoptées? Moi, j'étais ravi. J'étais tout simplement content parce que avoir, si on fait l'histoire effectivement de l'évolution du droit de la femme au Togo, pour en arriver à ces séances tout récemment, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu vraiment des avancées. Il y a eu des avancées parce que, comme je le disais, c'est une longue histoire. Vous saviez, dans ce pays, nous avons utilisé, par exemple, en matière pénale, le Code pénal du 13 août 1980, et qui a fait plus de 30 ans avant d'être modifié. Hein. Nous avons le nouveau Code pénal en 2015. De 80 à 2015. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Et la société étant ce qu'elle est, elle évolue. Elle est dynamique. Elle est dynamique. Et donc, les textes aussi doivent évoluer avec. Et quand vous prenez le nouveau Code pénal de 2015, ça a pris non seulement les dispositions du Code pénal du 13 août 1980, mais à un moment donné, il y avait des lois éparses qu'on a initiées. Je parle par exemple de la loi portant interdiction des mutilations génitales féminines au Togo. Ce n'était pas dans un texte en particulier. C'était particulier. C'était dans une loi particulière. Dans une loi particulière. Mais pas rattachée à... Maintenant, lorsqu'on voulait réviser le nouveau code qui a été adopté, donc qui est utilisé à partir de 2015, tous les textes éparses qui avaient été pris en matière pénale ont été intégrés. C'est pour ça que quand vous allez voir le nouveau code pénal de 2015, il y a tous des chapitres consacrés exclusivement aux violences faites aux femmes. Vous voyez? Mais ce qui me réjouit, je suis sûr que ce code va continuer par connaître des avancées par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, donc en novembre dernier, où on a pris des tests. C'est tout comme une modification de ce que vous avez appelé communément la loi de 10 mars. Vous voyez? C'est vrai que c'était dit dans le nouveau code pénal, mais ce n'était pas explicite comme ce qui vient d'être fait au niveau de l'Assemblée nationale en novembre dernier. Là, on a essayé de détailler, d'aller de façon plus claire sur les infractions. On les a étalées, on les a définies, on les a étalées, et on dit quiconque, surtout celui-là qui est employeur sur un employé, quiconque ose adopter telle pratique est assimilé à l'infraction, donc passible de peine. C'est ça. Et c'est extrêmement important. Donc c'est une avancée. Une avancée parce que la société est en train d'évoluer avec
tout l'environnement de violence que nous sommes en train de faire, il va falloir qu'on essaie de recadrer notre société pour apporter un tant soit peu la paix au sein de nos communautés. Forcément. Et amener les hommes et les femmes, les jeunes filles et garçons à évoluer, à vivre dans une société paisible. C'est un peu ça, c'est la démarche effectivement de l'Assemblée nationale de la FAPACI. Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Si vous prenez par exemple le Code des personnes et de la famille, celui qui existait, il existait depuis le 31 janvier 1980. Il y avait le Code des personnes et de la famille depuis le 31 janvier 1980. Et ce code a été modifié en 2012, modifié encore en 2014, et qui vient de subir des modifications pour élargir effectivement la protection, des droits de la femme dans la législation nationale. Donc c'est aussi une avancée, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas perceptibles, que le commun des mortels ne perçoit pas comme ça, mais qui est important dans la vie de la femme. Je me rappelle, à l'époque, quand nous, on était en train de parler, à la veille de Beijing, sur les femmes, quand on était en train de parler des problèmes, il était difficile aux populations de nous comprendre que, à l'époque, il y avait plus d'hommes dans la fonction publique que de femmes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? Le constat qu'on avait fait, et je parle par rapport au Code des personnes de la famille, on avait remarqué que c'est les hommes qui étaient dans la fonction publique, les femmes étaient donc à la maison, et c'est l'homme qui fait le prêt. Et il va construire, il construit la maison, et à un moment donné, il se dit, je suis le propriétaire de la maison. Mais qui plus est, ce qui est subtil et que vous n'arrivez pas à voir, c'est qu'au moment même de monter l'architecture de la maison, les deux partenaires ne s'assoient pas pour voir la configuration de la maison. Or, les besoins spécifiques d'utilisation de la maison ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de l'homme et de la femme. Parce que seule la femme, c'est la configuration de la cuisine, parce qu'elle sait le rôle qu'elle joue à l'époque dans ce sens. Et vous allez voir qu'il y avait des choses subtiles qu'on ne prenait pas en compte. Ça, c'est le premier point. Mais le point le plus sensible que j'ai voulu évoquer, c'est qu'à un moment donné, lorsque, on n'a pas souhaité, mais c'est arrivé, lorsqu'il arrive, la mésentente entre dans le foyer, l'homme dit que, ben, écoute, tu peux partir, hein, j'ai construit ma femme, c'est ma maison. Et pourtant, au moment où il avait fait les prêts, ils ont dit tous ensemble, serrer les ceintures. C'est la femme qui s'occupait. Débrouille-toi, hein, tu sais que j'ai fait un prêt, maintenant ça ne suffit pas ainsi de suite. On va revenir précisément. Donc vous allez voir ce genre de que quelque part, dans la représentation nationale de novembre 2022, ça a été pris en compte d'une manière ou d'une autre. Maintenant, le reste, on verra. Donc, il y a, même dans le Code de sécurité sociale dont vous avez parlé, bon, on en parlera. On en parlera avec la femme enceinte qui est protégée, voilà, le travail qui est protégé. Qui allait. Il y a de ces dispositions dont on va vraiment parler ce soir. Au passage, je rappelle, avant de continuer, donc, que c'est Mme Adjovi Lologno Apedo Anakoma, qui est donc ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Je tenais à donner la dénomination complète du ministère. Donc, Action sociale, promotion de la femme et alphabétisation. Et ce n'est plus condition de la femme. Ce n'est plus condition de la femme. Au début, c'était condition de la condition de la femme. Oui, oui. Et c'est toute une histoire aussi. Donc, c'est un ministère qui travaille beaucoup sur le terrain. Oui. Vous êtes acteur, vous travaillez dans ce sillage. Forcément, vous travaillez beaucoup avec ce ministère. On a entendu des gens dire, on ne les voit pas. Bon, c'est pas... Les gens ont parlé pour eux, hein. Genre, chacun parle par rapport à l'expérience qu'il vit. Oui, l'expérience qu'il vit, mais aussi ce qu'il sait, ce qu'il pense que l'autre doit, enfin le ministère là, doit faire. Et qu'il ne voit pas faire. Et qu'il ne voit pas faire. Donc, c'est par rapport à ça. Mais nous, le ministère de l'Action sociale, c'est un de nos ministères de tutelle. Donc, forcément, tout ce que nous faisons, c'est en étroite collaboration, en étroite partenariat avec ce ministère. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas ce que le ministère a fait. D'ailleurs, l'apothéose de la Journée internationale de la femme de cette année a été célébrée à Cara, avec la présence, enfin une invitation formelle a été envoyée à notre représentant résident qui a participé à cette apothéose avec d'autres collègues. Qui a remis même des dons ensemble avec la ministre. Voilà, donc oui, le ministère existe et travaille. Voilà.
Et n'oubliez pas, j'ajoute que les organisations de la société civile traduisent dans les faits la politique. Voilà, les ministère. orientations C'est stratégiques, ça. les priorités Sur du le gouvernement terrain. en matière de Oui, promotion oui. de la femme. Ouais. Voilà. C'est cela. Donc, Donc, c'est dire que le ministère existe et travaille. Si vous avez des ONG qui travaillent dans le sillage, dans cette foulée, c'est comme l'a dit M. Tchenyao, travaille sur les orientations donc, du ministère. Je voudrais que vous reveniez un peu. Hein. J'aime beaucoup cette anecdote que vous me racontez. Souvent, quand vous avez commencé à vous intéresser aux questions de femmes dans les années 90, 80, 90, c'était pas facile. Hein. Dans votre famille, on a failli vous déstabiliser. Vous pensez que ça n'allait pas bien. C'est pour dire, c'est pour parler de d'où on vient quand on parle de femmes, de droits de la femme au Togo. Mais quand vous parlez de ça, moi, j'ai fait l'université du Bénin, ma maîtrise en 1989. Ma femme, mon mémoire a porté sur la femme. La contribution de la femme au développement. Le troisième cycle, c'est la même chose. Donc, quand je suis rentré, je suis arrivé dans ce ministère, quand j'ai commencé par travailler, parce que moi, je suis convaincu que lorsque on fait la promotion de la femme, on va faire la promotion de la société. Mais à un moment donné, j'ai eu la chance aussi de rentrer dans ce ministère, mais dans mon entourage, on me disait que, mais est-ce que je suis normal? Vous, c'est sûr que ça n'allait pas bien. Non, c'est parce que un vrai garçon, un vrai gros garçon. Je fais partie, d'abord je suis musulman, comme vous le comprenez. Et donc, dans mon entourage, on dit, ben, il est où? Il dit, mais il est à la maison, il est en train de garder son bébé ou son enfant parce que la femme est partie au marché. On dit, mais qu'est-ce qu'il a? Alors quand nous avons réuni, on l'attend. C'est pas possible. Qu'est-ce que la femme lui a fait? Non, mais rien. Mais au fil des années... C'est ce qu'on devrait se dire à la famille. Oui, mais au fil des années, les gens sont finis par comprendre que, ben, écoutez, le monsieur, ce qu'il était en train de faire, il savait ce qu'il faisait. Parce que le temps nous a donné raison. Voilà, donc c'est un peu... Alors, si on devait faire un tableau de la femme à l'époque, un tableau de la situation de la femme à l'époque, comment est-ce que vous le décrivez? Non, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il y a eu beaucoup d'acquis. 30 ans auparavant, et c'est ce que je vous dis quand j'étais arrivé au ministère, à la direction générale de la condition féminine en 1992, et lorsque j'étais sur le terrain, ce n'était pas aisé. Lorsque, par exemple, j'ai commencé par faire des campagnes de sensibilisation sur les droits de la femme, quand j'arrive dans certaines communautés, mais on dit, mais d'où est-ce qu'il vient ce monsieur? Je me rappelle, je ne vais pas citer la préfecture. J'étais arrivé dans une préfecture en 1995 où je faisais la campagne de lutte contre l'excision. Mais c'est au soir que le préfet me dit non, on n'a qu'à pas. Il est venu. C'est des instructions qu'on a données parce que on était en train de... Il y avait des risques pour vous. Il y avait des risques pour moi, on me dit non, non, on n'a qu'à m'exfiltrer de cet endroit. Mais quand on a adopté, comment on l'appelle, le gouvernement a l'interdiction formelle de ces mutilations, a approuvé et a transmis au Parlement pour l'adoption. Moi, j'étais commissaire du gouvernement pendant plus de 8 mois. Même la représentation nationale d'alors me posait la question de savoir, mais écoutez, tu es un homme. On vient de parler de quelque chose. Je dis oui. Je connais mon sujet. C'est mon travail. Et effectivement, pendant des mois, avec les gens de l'UNFPA, qui s'occupaient de ces questions de la TBF à l'époque, on a défendu ça devant la commission des lois. Et ces personnes dont je parle existent, qui ont été à l'Assemblée nationale, qui étaient présidents de la commission des lois. On se connaît très bien. Il dit, mais M. Tchagnon, est-ce que tu peux répondre à toutes les questions? Ou bien c'est parce que tu es musulman? Je dis non. L'excision n'est pas une pratique musulmane. Ce n'est pas né de l'islam. On pratiquait l'excision avant la naissance de l'islam. Et je suis parti chercher des documentations et j'ai amené à l'Assemblée nationale. Mais au finish, quand en novembre, si je me rappelle, j'ai une bonne mémoire, 1997, toute la représentation nationale d'alors avait adopté. Il y avait plusieurs partis politiques à l'époque à l'Assemblée nationale. Tout le monde a adopté
les gens ont téléphoné pour poser la question. Qu'est-ce que vous avez pu dire à ces gens? Je dis, mais c'est évident. Oui, les faits sont là. Les faits sont là. Ils ont posé des questions techniques et scientifiques. On a produit des documents. La commission des lois s'est appropriée toutes les réponses, a convaincu l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que ça a été. Et dites-vous bien, puisque je parlais de quelque chose tout à l'heure, je suis reparti avec la loi en 1998, à l'endroit où on m'a inquiété, pour dire, quand je parlais, je remercie le CBE et le commissaire qui m'ont sorti avec les instructions du préfet. Mais je suis venu vous remettre le test. C'est ça. Maintenant, là, c'est l'autorité même qui dit oui, bien sûr. Si, quand je parlais, vous ne voulez pas comprendre, voilà la réalité. Les gens ont commencé par comprendre que, mais ils n'étaient pas venus pour dire des choses en l'air. C'est ça. C'était ça. Donc, c'est pour vous dire que la configuration a complètement changé. C'était délicat à l'époque. En 1900, et je vous dis en 1996, il y avait une étude de l'IRD qui disait qu'une femme sur 12 est excisée au Togo. C'est ça qui a fait qu'on a pris la loi, justement. Moi, je fais partie de la commission qui a rédigé le document. Aujourd'hui, les chiffres doivent avoir changé. Non, ça n'atteint même plus 1%. Le dernier rapport parle de 2%. Oui. Bon, ça fait longtemps on a plus, parce que le Togo, sur cette question-là, le Togo n'est plus sur la liste rouge. Voilà, pourquoi? Parce que quand vous faites des enquêtes CAP au niveau national, on a remarqué que l'excision se fait de façon sournoise, soit on fuit, on traverse la frontière pour le faire, ou on le fait au berceau. C'est ça. C'est clandestin maintenant. Vous voyez? Mais les campagnes de sensibilisation ont atteint, et je me rappelle qu'en 2012-2013, le Conseil de sécurité avait félicité le Togo avec cette avancée, parce que nous, on était présents à l'époque. C'est cela. Vous voyez? Cela. Donc, c'est vraiment... Je dirais que nous avons vraiment eu des avancées par rapport, en si peu de temps, en 30 ans de l'histoire, il y a beaucoup de choses qui ont évolué en direction des droits de la femme. Alors, monsieur Eklou, le jour et la nuit? Oui. Ou bien c'est pas... Sur certains aspects. Sur certains aspects, notamment sur le plan juridique, on va dire... En 1980, moi, je n'étais pas là, donc... pour le peu que vous connaissez, oui. Donc, là où vous avez pris le trait en marche. Oui, ça a évolué énormément, parce que nous aussi, on a étudié le droit, et c'était le code pénal et le code des personnes de la famille de 1980 qu'on nous a enseigné. Et nous avons connu dans la pratique aussi ce qui a été dit dans ce code-là sur un certain nombre de sujets. Mais à partir de 2012, avec le CTPF et après avec le code pénal, code des personnes de la famille. Et en 2014, avec le code pénal, en 2015, les choses ont vraiment bougé. Parce que comme il l'a dit, quand vous prenez le code pénal de 1980, la question de la violence, c'est un article laconique, quelque part un seul article dans lequel on a parlé de violence, et ça s'arrête là, violence physique. Mais quand vous prenez le code de 2015, c'est tout un chapitre qui a été consacré à la question de violence à caractère sexuel d'abord. Et puis, à l'intérieur de ce chapitre-là, il y a tout un paragraphe qui a été consacré à la violence faite aux femmes. Et justement, l'innovation portée le 10 novembre dernier concerne encore les violences dans le code des personnes de la famille. L'innovation consiste en la protection de la femme par la fixation de domiciles distincts en cas de commission de faits ou de violences alléguées dangereux auxquels la femme ou l'enfant sera exposé. Donc, dans le foyer aujourd'hui, si l'on constate, si c'est prouvé, allégué que la femme et l'enfant sont en danger, le texte autorise le domicile distinct, que la femme quitte le domicile qui est supposé conjugal et soit logée en ménage ailleurs pour être protégée. Oui, innovation de 2022. Oui, je vais parler beaucoup plus du code des personnes de la famille par rapport à ça. Oui, c'est dans le code des personnes de la famille que voilà. C'est-à-dire que c'est l'élargissement des droits de la femme dans le cas où la vie conjugale devient une menace. Voilà. Pour ne pas obliger les femmes à rester toujours dans des conditions dangereuses au foyer. Voilà, il faut la protéger. C'est que le législateur est en train de faire quelque chose pour l'avenir. À chaque instant où on voit des choses se passer tout autour de nous, on croit que ça regarde que cela. Si vous faites par exemple des études sur les féminicides
à travers le monde, ce n'est pas pour rien qu'il y a ce genre de tuerie. En partie, c'est lié effectivement à cette vie conjugale. Les chiffres sont très alarmants. Qui a raté. Donc, monde, oui. on est en train de faire en sorte que, comme on dit, la loi est faite pour l'avenir, pour qu'une fois promulguée par le gouvernement, que les acteurs chargés, effectivement, de vulgariser, de diffuser, effectivement, ces informations, puissent aller sur le terrain et que la pratique se fasse, informer la population. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'on sente vraiment le changement. Si c'est juste dans le texte comme ça, déjà, là, on se réjouit de l'adoption, mais c'est tout un processus encore avant que ce ne soit effectivement en vigueur. Oui. Mais parlons déjà, informons déjà les gens que ça existe. Oui. Et quand ce sera promulgué, la divulgation, la vulgarisation pourrait être faite vraiment. Oui. Ce que je voudrais ajouter à ce qu'il disait par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, dans nos communautés, lorsqu'il y a violence, notamment d'un homme sur sa femme, sur sa conjointe, et que la femme tente de fuir la maison, le domicile conjugal, la famille oblige à s'amener. Toute la société même concourt à ce que la femme se sente mal à l'aise. Elle n'a pas le droit de délit domicile ailleurs. Elle doit retourner, même si on doit régler le problème, elle doit aller là-bas avant. Mais avec cette loi-là, l'autorisation est donnée à la femme d'aller s'installer ailleurs, même si le problème doit être réglé. Elle a l'autorisation aujourd'hui d'aller s'installer. Juridiquement, elle est protégée quand elle s'installe ailleurs. Et ce ne sera pas abandon de foyer. Et ce ne sera pas abandon de foyer. Il n'y a pas de risque. Le temps de régler le problème. Le temps de régler le problème. C'est codifié maintenant. C'est codifié maintenant. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et comme il le disait, la prochaine étape, c'est qu'on fasse comprendre ça aux gens. Parce que, comme on le dit, le Togo n'est pas le dernier de la classe en matière de droit et en matière de loi. Ça, il faut avoir le courage de le dire. On n'est pas le dernier. Mais il y a beaucoup de choses qui ne suivent pas sur le terrain. Parce qu'il y a certaines lois qui ne sont pas de sécrétion sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas à un moment donné la société qui se comporte d'une manière positive et le législateur a décidé de légiférer dans le domaine. C'est le législateur qui a constaté un problème, donc les gens sont comme ça. Et le législateur décide de légiférer. On prend une loi. Mais la société ne suit pas, ni en matière en compréhension, ni en acceptation sociale de ce qui est dit. De la nouvelle réalité. De la nouvelle réalité. Donc, il y a du travail qu'on doit faire pour que les gens acceptent, pour que les gens comprennent, pour que les gens pratiquent. En attendant que la loi ne soit promulguée, commencez par accepter le domicile distinct quand la femme est menacée dans son foyer. Et l'autre innovation dans ce texte, dans ce Code des personnes et de la famille de novembre 2022, c'est la protection de la femme, vous en parliez tantôt, en cas de dissolution du mariage, la contribution en nature et activité au foyer et en dehors de celui-ci sont évaluées monétairement lors du partage des biens et sans considération du régime matrimonial. C'est-à-dire que quand le monsieur aura fait son prêt et construit sa maison, et dirait à la femme, serre la ceinture ou alors toi-même assure la popote parce que je construis la maison pour nous et que la femme, elle aura contribué à assurer le fonctionnement du foyer et le monsieur prendrait son argent pour construire la maison conjugale, la maison de la famille. À la séparation, éventuellement, la femme aura son droit à dire, le monsieur ne lui dira pas, tu n'as pas contribué dans la maison. Elle a contribué, ce sera évalué. Je vais vous expliquer ce qui se cache effectivement derrière ce genre de dispositions. C'est une question de responsabilisation désormais du couple. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, dans le commun des mortels, dans notre vie au quotidien, et naturellement c'est ce que nous voyons dans nos communautés, l'on va donner de l'argent, on sait à quoi l'argent la sert. L'argent ne va pas se lever de lui-même pour aller s'acheter le maïs, les choses, pour pouvoir se transformer en nourriture. Il faut quelqu'un qui mette son énergie pour pouvoir le faire. Mais cet aspect, on n'a jamais réussi à l'évaluer en termes monétaires. Vous comprenez? Et on est en train de... Quand je parle de la responsabilisation du couple au sein de la communauté, c'est une manière de dire que, mais attention, si c'est toi qui te dis que c'est toi qui as fait le prêt, par exemple, à la banque, et que tu es parti construire, et qu'à un moment donné, au moment de serrer la ceinture,
tu as dit à la conjointe, à ta partenaire, à ta femme, que maintenant, on va faire mollo, gère bien. Surtout quand tu dis gère bien. Rajoute tes ressources. Ça voudra dire que tu fais confiance à ta femme pour dire que il faut qu'on fasse, nous sommes dans une période délicate, il faut qu'on fasse attention pour s'en sortir. Maintenant vient un problème, s'il sujet un problème au sein de ce couple. Il ne faut pas qu'on oublie que l'homme avait dit à sa femme, attention, il faut qu'on fasse. Pour dire que c'est pour moi la maison, parce que la maison est mise à mon nom. C'est pour ça que je parle d'une question de responsabilisation du couple au sein des communautés. C'est-à-dire, lorsqu'on va éduquer et les hommes et les femmes à comprendre que chacun dans le foyer a contribué d'une manière ou d'une autre aux charges du ménage. Même dans le Code ancien, on le disait. Dans le Code ancien, on le disait qu'il faut évaluer la contribution de la ménagère en termes monétaires. Mais c'est tellement occulté. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas effectivement explicite comme ce que 2012, 2014 et surtout 2022 ce qui est en train d'être fait. On est en train de donner des outils aux praticiens de droit pour savoir quelle est la procédure, et aux économistes, quelle est la procédure à adopter en cas de liquidation des suites de mariage. Nous ne le souhaitons pas. Mais ce que l'Assemblée nationale pense derrière, ce n'est pas de faire le divorce. Au contraire, c'est d'attirer l'attention du couple que la séparation du corps et le divorce ne vous arrange pas. Plutôt trouver un moyen pour être unis. C'est un peu unis ensemble. Voilà. Heureux. C'est un peu ce qui se cache. Avec vos ressources communes. Et là, effectivement, ça s'est précisé que l'évaluation est faite indifféremment, sans considération du régime matrimonial. Donc, la femme pourra... Maintenant, après, il faudra étudier, mettre en place les outils pour évaluer tout ça. Oui, ça, c'est le rôle de la comptabilité nationale, de trouver les outils pour pouvoir évaluer ça. Mais c'est déjà bien que ce soit pris en compte. Oui, c'est déjà bien, parce que moi, j'ai déjà fait cette discussion avec les fonctionnaires de la comptabilité nationale. Ils ont dit qu'il n'y a aucune base juridique pour prendre ça en compte. Et c'est pour ça que quand vous lisez les documents des économistes féministes, ils ont tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps que le système économique qu'on a actuellement, une bonne partie des agrégats, parce que tous les travaux domestiques ne sont pas du tout pris en compte. Et donc, c'est le PIB de tous les pays du monde, c'est faussé. C'est clair. C'est faux parce que la contribution des femmes à l'économie nationale n'est pas prise en compte. La contribution des femmes au foyer, disons-le. C'est-à-dire que la femme qui suppose ne pas travailler et qui est à la maison et qui, par contre, travaille toute la journée. Je vais t'expliquer ça. Parce qu'il y avait... le jour-là, ça m'a écœuré. J'ai suivi une émission ici, dans Jeudi Femme, où un enseignant, sociologue de l'université, a fait un raisonnement qui m'a fait... chacun a ses opinions. Hein? Oui, non, ici, ce n'est pas une question d'opinion. C'est-à-dire que nous sommes dans une émission... Non, nous sommes dans une émission pédagogique sur la chaîne nationale. Les gens sont connectés pour apprendre, comprendre et organiser leur vie autour de l'information qui est distillée. Donc, il ne faut pas que les gens disent ce qu'ils pensent. Il faut que les gens parlent avec exactitude. Je prends mon professeur, M. Tchanyao, quelqu'un qui se lève le matin et qui va au boulot. Avant de partir, il a bien dormi la nuit. Quelqu'un a fait le lit. Il a pris son petit déjeuner que quelqu'un a fait. Il a porté des habits que quelqu'un a lavés, a rendu propre. Il est dans un bon état d'esprit et il est parti au boulot. Il a travaillé et c'est toute cette disposition mentale et physique efficace que son employeur a payé. C'est ça, sa force de travail. Ce qui est attendu de lui, c'est qu'il va rentrer à la maison le soir à 17h, 18h, peut-être à 22h pour lui, pour se reposer et renouveler cette force de travail. Et le lendemain, il revient travailler. Il fait ça chaque jour pendant 30 jours et à la fin du mois, on le paie. La paye, là, c'est la récompense de la force de travail qu'il a utilisée. Mais la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui a aidé
à renouveler cette force de travail le soir. S'il doit payer quelqu'un pour l'aider à renouveler cette force de travail, chaque soir, combien il payera? Et si on soutire ça de son salaire, combien va lui rester? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, quand on dit que la femme est à la maison et ne travaille pas, c'est une aberration. Ouais. Parce qu'elle contribue à renouveler la force de travail que l'homme utilise pour être payé à la fin du mois. Moi, je dis toujours, le compte bancaire de l'homme, on doit avoir les deux noms dessus. Normalement. Quand il dit que j'ai fait un prêt, c'est eux qui ont fait le prêt, c'est le couple qui a fait le prêt. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit serrons la ceinture, c'est-à-dire qu'il y a des informations basiques qu'il faut donner aux gens. Et je pense qu'avec les réformes de 2022, là, nous sommes arrivés à un autre palier. Et clair. La dynamique est plutôt très positive. Moi, je suis progressiste et je pense que ce que nous sommes en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire là, c'est une très bonne chose. On va aller plus loin. C'est clair. On va aller plus loin et on va capter d'autres réalités qu'on va intégrer dedans. Et j'espère vivement que ça ne va pas s'arrêter sur la loi. Ça va être distillé dans toutes les pratiques comptables et économiques de notre pays. Pour que les gens puissent considérer ce que les hommes font, considérer ce que les femmes font. Elle ne fait rien, c'est une ménagère à la maison. Il faut arrêter de dire ça. Mais le temps est en train de nous rattraper d'ailleurs avec l'évolution de notre société, avec ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, Lise, vous travaillez, votre mari travaille, vous avez un enfant. Votre père ou grand-mère, ils ne sont même plus là. Ce que je devais faire à la maison, on lui paye. On prend quelqu'un, on lui paye à la fin du mois pour faire. Si c'était moi, on ne me paierait pas. On dirait que je ne travaille pas. Alors que maintenant que je ne peux pas le faire, on paie quelqu'un pour le faire. C'est ça. Donc aujourd'hui, forcément, c'est un travail qui peut être... La société évolue parce que de par le passé, tout ce qui a été fait, effectivement, au sein du foyer, notamment dans le partage, dans la distribution du travail, tout ce que la femme a fait n'est pas capitalisé, n'est pas traduit en termes monétaires. Ça, heureusement. Laver la vaisselle, les assiettes, les habits, les enfants, la maison, entretenir le grand-père, la grand-mère, tout ça. Aujourd'hui, des concepts nouveaux naissent à cause de l'évolution de la société. Parce que maintenant, il y a des services à personne où vous êtes obligés. Parce que tous deux, vous travaillez. Normalement, combien on paie à la ménagère, au gardien, au jardinier, au machin. C'est tout ça qu'on devait mettre ensemble pour voir. Donc, c'est ce travail que la femme faisait, c'est ça. C'est le combat que nous menions depuis plus de 20 ans, 30 ans, pour que les gens se comprennent. On est en train d'en arriver, de voir le bout progressivement. Oh non, non, non. Mais je suis parti. Je ne suis plus à la fonction publique. Vous êtes là. Vous allez en voir les fruits. C'est à cause de cette émission que je suis venu ici. Je me suis déjà retiré. Vous allez voir les fruits de votre travail. Le délai de viduité également est supprimé depuis 2022. La femme qui meurt, et non, le monsieur qui meurt, et que l'on impose c'était 300 jours dans les textes. Oui, dans le code de 1980, dans le code de 2012, c'est toujours 300 jours. La femme doit être, disons, 1 an. Oui. Ou alors 10 mois, je ne sais pas, la femme doit être restée là. Oui. Ce qui est sûr. En fait, c'était pour voir si elle n'était pas enceinte. Aujourd'hui, la technologie évolue. Voilà. Donc, il faut vivre dans le temps. Voilà, c'est avec l'évolution de la société. Parce que ça, là, le délai de viduité, c'était pour éviter les conflits de paternité. Les conflits de paternité, c'est clair. Donc, en ce moment-là, ce n'est pas seulement au Togo, dans tous les pays. Même quand vous prenez le code civil qui date d'avant les indépendantes africaines, il y avait le délai de viduité dedans. Mais eux, ils ont dépassé ça depuis, parce que aujourd'hui, l'échographie, c'est vite fait. En 10 minutes, on sait si elle est enceinte ou pas. Voilà. Et aussi, je voudrais ajouter que ces considérations liées au conflit de paternité, au délai de viduité, qui ont amené la question du veuvage. Parce que la société traditionnelle ne se demande pas comment on va compter ça. On dit, pour être sûr que elle ne part pas avec un enfant de notre défunt frère. Voilà, qui va coucher avec un autre homme, pour qu'il y ait ce problème-là, il faut la caser. Et au départ, le fait de mettre la femme dans un coin, je ne sais pas comment elle dit ça, c'est une protection. C'est une protection. C'était pas bête, c'était pas con. Mais après, les gens ont commencé à entourer l'histoire de mythes.
Et des gens avec des intérêts égoïstes ont commencé à introduire des choses. C'est-à-dire que, par exemple, je ne le souhaite pas, je suis son petit frère, il meurt, je vais prendre sa femme. La femme, toi par exemple. Ça, bien sûr. Affichez vos intentions. Affichez vos intentions. La femme ne veut pas, donc moi, je fais tout pour que son veuvage soit corsé, soit compliqué, bien sûr. Pour l'influencer moralement, pour qu'elle cède. Voilà comment le processus de veuvage a été mis en place progressivement et aujourd'hui, dans certaines communautés encore, c'est incroyable ce que les femmes subissent. Oui. Donc, avec cette modification législative, le délai de veuvage aussi doit pouvoir être écourté rapidement. Il y a certaines personnes qui tiennent vraiment au rite de veuvage, oui, symboliquement, normalement, ça peut se faire. On n'attaque pas les rites de veuvage, mais on attaque en fait le contenu des fois déshumanisant, dégradant de ces rites-là. Si la femme doit faire 2 jours de veuvage, il faut que l'homme aussi fasse 2 jours de veuvage. Oh oui. Parce que si le veuvage là est lié au fait de porter le deuil de ton défunt mari ou bien de ta défunte femme, il faut que ça soit égal pour l'homme et la femme. Parce que si c'est la question de grossesse là, l'échographie est là, on règle ça rapidement. Le reste, c'est du folklore lié à ce que vous appelez tradition, coutume, machin. Alors, est-ce qu'il y avait un problème dans l'ancien texte quant au remariage de l'homme et de la femme? Parce que j'ai lu rééquilibrage de l'homme et de la femme dans le cadre du remariage. Est-ce qu'il y avait un souci particulier? Dans le code des personnes de la famille, que ce soit de 80, de 2012, il avait été dit que la femme, c'est toujours le délai de visiter, la femme ne pouvait pas se remarier avant ce délai-là. Ok, donc là, c'est rééquilibré entre hommes et femmes, on dit rééquilibrage de l'homme et de la femme dans le cadre du remariage. Donc, c'est la même chose maintenant. C'est la même chose maintenant. Si l'homme peut se remarier le lendemain... Dans une semaine, la femme va se marier dans une semaine si elle trouve l'occasion. C'est ça. Et encore une fois, c'est le droit parce que dans la société, ce qu'on remarque, c'est tout autre chose. Le monsieur, il a la possibilité de se remarier 6 mois après. Mais s'il n'est pas marié avant même le début, des funérailles. Le décès de la pour la femme, on dit, ah oui, c'est elle qui l'a tué. C'est elle qui a tué, oui. C'est parce qu'elle regardait le monsieur là que... Donc, il faut changer ces mentalités-là. Oui. On va se baser sur ces instruments juridiques qu'on vient de nous donner pour pouvoir la lutte, pousser. Allez, on va s'intéresser au code de la sécurité sociale avec le renforcement des droits. Avant même d'aller vers le code de sécurité sociale, je continue par dire que lorsque, par exemple, une loi est votée, c'est pour protéger toute la population. Vous voyez, lorsque vous prenez, par exemple, la question de succession dans le code des personnes et de la famille, on croit tout de suite que c'est l'homme qui meurt avant la femme pour que la femme hérite. Ou bien. Oui. Mais le code a pris soin de dire que si l'homme et la femme meurent, l'homme hérite. C'est clair, c'est de la même chose.